Salut tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, 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 parfait. OK, c'est bon. Donc, on va commencer avec la matière du sixième cours. On va aller jusqu'à la matière qui couvre jusqu'à l'intra, puis par la suite, on va prendre une pause. Si jamais vous devez quitter ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. J'ai simplement fourni le lien pour que ceux qui souhaitent l'écouter en synchrone peuvent l'écouter pendant la plage horaire du cours. OK. Donc, commençons. OK, vous voyez bien le diapo à l'écran? oui, on va bien. Oui, Manel, vous avez une question? oui, mais c'est concernant le travail de Frampad. Est-ce que je peux poser la question? En fait, j'ai vu votre question, là. Est-ce que c'est la même que... Oui. Oui, c'est la même. Je vous reviens avec une réponse, là. C'est juste, j'ai pas eu le temps de vous répondre. Mais c'est pas juste vous, là. Il y a trois, quatre autres étudiants que je dois répondre également. Ok, il n'y a pas de problème, merci. De rien. OK. Donc, euh, ce, ce cours va couvrir en fait la transcription de l'ADN. Donc, dans le fond, comment l'ADN va être transformé en ARN. Donc, euh, la majorité de la matière pour l'intra, ça tourne autour de l'ADN et comment on le réplique, manipule ou on le répare. Et ce cours et par la suite, après l'intra, on va plus parler d'ARN et de protéines, donc les différents types d'ARN, ARN messager, ARN de transfert et les ARN ribosomaux. Donc, allons-y. Donc, la transcription, donc, du point de vue biochimique, la synthèse de l'ARN ressemble beaucoup à la synthèse d'ADN parce que c'est des nucléotides et c'est les mêmes types de réactions qu'on doit réaliser pour attacher ensemble les nucléotides d'ARN. Cependant, il s'agit des ribonucléotides dans le cas des ARN. Et ça se fait dans la même direction de 5' vers 3' comme l'ADN polymérase qui utilise une matrice d'ADN pour répliquer le brin complémentaire. Donc, on va faire la même chose avec l'ARN polymérase, mais il va y avoir beaucoup de différences par rapport à la réplication. Donc, une des différences majeures, c'est qu'on utilise des ribonucléotides au lieu des désoxyribonucléotides. Une autre différence, c'est que l'ARN polymérase n'a pas besoin d'amorce. Donc, ça, c'est une différence majeure et ça va changer la façon qu'on va commencer la transcription, qui va être complètement différent de comment on commençait la réplication. Aussi, l'ARN qui est synthétisé ne va pas rester appareillé à la matrice d'ADN, donc il va devoir se séparer de la matrice pour produire un ARN qui va éventuellement être libéré et qui va aller jouer son rôle dans la cellule. Donc, la synthèse d'ADN, en fait, on a attaché les nucléotides en 3' aux 3' libres de l'amorce en fonction de l'ADN matrice qui était fournie. Donc, on va attacher le nucléotide complémentaire et c'est l'ADN polymérase qui fait ça et on libère un pyrophosphate avec cette réaction. Et on continue comme ça pour chaque nucléotide. Quand on synthétise de l'ARN, c'est presque la même chose du point de vue biochimique, mais on n'a pas besoin d'amorce. Donc, la molécule va commencer par un triphosphate qui va rester un triphosphate à l'extrémité. Et on a des OH en 2' parce que c'est des ribonucléotides. On a aussi des uracils à la place de la thymine. Donc, oui, on a déjà vu ça. OK.
Donc, l'ARN ne reste pas associé à la matrice. Donc, les molécules qui vont être synthétisées sont simples brins. Il va y avoir des régions qui vont former des doubles brins, mais à la base, c'est considéré une molécule simple brin. Si on voulait que l'ARN soit double brin, il faudrait une autre ARN polymérase qui transcrirait l'autre brin et ensuite les ARN resteraient associés. Ce n'est pas impossible que ça arrive, mais typiquement, les ARN sont simples brins. Donc, comme dans l'exemple ici, dans l'image ici, on voit que l'ARN polymérase, qui n'est pas illustré, mais qui est en train de transcrire le brin en gris ici et qui génère ce brin en vert. Donc, une autre différence, c'est que ce n'est pas tout l'ADN qui est transcrit. Ce sont des régions plutôt circonscrites de l'ADN qui vont être transcrits à partir d'un point de départ. Le point de départ est fixe, donc c'est ce qu'on appelle le promoteur, jusqu'à une séquence de terminaison qui va déclencher la terminaison de la réaction. Donc, il va y avoir plusieurs promoteurs et plusieurs points d'arrêt dans le génome, mais ce n'est pas l'ensemble du génome qui va être transcrit. Contrairement à la réplication où on réplique l'ensemble de notre génome. Donc, la transcription est aussi moins précise que la réplication. En fait, ça a moins besoin d'être précis parce que dans le sens que la molécule d'ARN sont transitoires. Il sert à fabriquer la protéine et on en fabrique plein de molécules d'ARN. Donc, si on a un ARN sur 10 000 qui est défectueux, ce n'est pas si grave que ça car on a 9 999 qui sont corrects. Donc, on va quand même on va se fier à d'autres mécanismes pour éliminer les ARN qui sont défectueux et qui ne remplissent pas leur fonction. Ou s'ils produisent des protéines qui sont incorrectes, dans ce cas-là, il faudra éliminer les protéines. L'autre différence avec l'ADN est que le nombre de copies va être très variable. Donc, le nombre de transcrits va être variable d'un gène à l'autre. Donc, certains gènes vont être transcrits à un très haut niveau et vont produire beaucoup de protéines, tandis que d'autres gènes vont être transcrits moins souvent et produire moins de protéines. Donc, on va voir ça un peu plus tard avec dans la régulation de la transcription et ce qui va déterminer à quel niveau un gène est transcrit. Donc, l'ARN polymérase. Donc, ça, c'est l'enzyme qui fait la transcription. C'est une enzyme qui ressemble vaguement à la sous-unité de l'ADN polymérase et c'est un peu attendu et normal car elle s'associe aussi à l'ADN double brin et elle fait un peu la même activité catalytique. Mais il y a des différences quand même importantes comparées à l'ADN polymérase. Donc, l'enzyme est composée de plusieurs sous-unités et en fait, dans la plupart des cas, elle est composée de plusieurs sous-unités et il y a des ARN polymérases virales qui sont constituées d'une seule sous-unité. Mais les ARN polymérases des bactéries et des eucaryotes sont composés de plusieurs sous-unités. Donc, on va avoir un domaine qui va s'associer à l'ADN. Donc, dans cette image ici, l'ADN est illustré par le brin rouge. Et donc, on va utiliser pour savoir quel nucléotide complémentaire à ajouter. Donc, il y a une autre sous-unité qui va aller se lier au brin codant. Donc, on va enlever le brin qui ne sert pas pour la synthèse pour ouvrir la bulle de transcription pour que l'ARN polymérase peut avoir accès aux nucléotides. Donc, dans le fond, le brin codant, c'est le brin jaune ici. Et il y a également un canal de sortie en fait, il y a un canal de rentrée qui permet les ribonucléotides d'être intégrés dans l'ARN qui est en train d'être synthétisé. Et ici, vous avez l'ARN qui est en train de sortir de l'enzyme
et c'est ce qui permet que l'ARN reste simple brin parce que à l'intérieur de la poche ici, il va être associé à la matrice d'ADN. Donc, ça, c'est la poche catalytique et il va émerger par le canal de sortie et rester simple brin. Donc, comme je disais, l'enzyme est composée de plusieurs sous-unités. Donc, chez les bactéries, c'est l'ARN polymérase bactérien. Donc, l'image qu'on a vue sur la diapo précédente. Donc, on a les grandes sous-unités qui sont les sous-unités bêta' et bêta, et c'est eux qui composent le gros de la molécule. Donc, ces deux sous-unités sont associées ensemble et se referment sur l'ADN. Il y a aussi deux sous-unités alpha qui aident à maintenir les deux gros sous-unités ensemble et qui participent à l'association à l'ADN. Il y a une petite sous-unité oméga qui est une petite protéine qui a plutôt un rôle structural au niveau de la polymérase. Et chez les archées et les eucaryotes, les grandes sous-unités existent aussi, mais ils ont des noms un peu différents. Donc, par exemple, chez les archées, c'est A' et A' et B. Et la grande différence avec les eucaryotes, c'est qu'il y a 3 ARN polymérases, donc 1, 2 et 3. Et les grosses sous-unités sont nommées RPA1, RPB1, RPC1 pour l'ARN, pour la lettre qui diffère selon à quel ARN il est associé. Et c'est pareil pour la deuxième grande sous-unité, donc RPA2, RPB2 et RPC2. Les petites sous-unités ont le même rôle et sont structurellement similaires aux sous-unités alpha et oméga. Et donc, et aussi les archées et les eucaryotes ont plusieurs autres sous-unités qui viennent s'associer pour compléter le complexe. Donc l'ARN polymérase est quand même une enzyme complexe et on doit fabriquer plein de protéines pour avoir une unité qui est fonctionnelle. Donc, même si c'est composé de plusieurs sous-unités, comme on l'a vu, et que les sous-unités ne sont pas toutes les mêmes, quand on regarde de façon globale la forme de ces deux protéines chez les bactéries ou chez la levure, donc prokaryotes versus eucaryotes, ça se ressemble quand même un peu. Donc, il y a plus de morceaux chez la levure, donc plus de sous-unités, mais globalement, la structure est assez similaire et c'est normal car l'enzyme a la même fonction chez les deux espèces. Donc, les étapes de la transcription. Donc, il y a le début, donc l'initiation, l'élongation qui consiste à ajouter les nucléotides et la terminaison de la réaction. Donc, les points importants, ça va être où on va commencer. Donc, il faut être capable de reconnaître ce point et aussi reconnaître quand on va terminer. Donc, le début et la fin vont être les gros enjeux pour la transcription. Et pour l'élongation, c'est assez processif, donc c'est assez stéréotypé et c'est très similaire à ce qu'on a vu dans la réplication. Donc, on ajoute des nucléotides une à la suite de l'autre. Il y a quand même des différences assez majeures entre les prokaryotes et eucaryotes, et surtout au niveau de l'initiation et de la terminaison. Donc, on va regarder les deux séparément. Mais en général, pour les deux cas, pour initier la transcription, il y a 3 conditions qui sont nécessaires. Donc, il faut réussir à amener l'ARN polymérase à une séquence promotrice. Donc, ça ne va pas se réaliser de la même façon chez les prokaryotes que chez les eucaryotes, mais l'ARN polymérase doit s'associer à l'ADN matrice.
il va falloir aussi réussir à séparer les deux brins d'ADN pour pouvoir avoir accès à la matrice. Donc, on appelle ça la transition du complexe fermé. Donc, quand l'ARN polymérase s'associe à l'ADN, mais n'est pas en cours de transcription, au complexe ouvert, donc l'état où on va réussir à séparer les deux brins pour avoir accès à la matrice. Et finalement, on aura le complexe initial. Donc, c'est lorsqu'on aura commencé la synthèse et on aura posé les premiers nucléotides et la réaction va ensuite dérouler de façon continue. Et par la suite, on aura la phase d'élongation, donc l'ajout des nucléotides. Donc, on va rentrer dans cette phase de façon efficace quand l'ARN polymérase aura réussi à émerger de la polymérase. Donc, on va former le complexe ternaire stable. Donc, ce complexe est formé de l'ARN polymérase, l'ADN et l'ARN qui est en cours de synthèse, en cours de transcription. Donc, c'est une étape processive et c'est simplement l'ajout des nucléotides et la translocation d'une position à l'autre. Et finalement, la terminaison, donc on va arriver à un signal de terminaison et le complexe va devoir se dissocier. Donc, dans un premier temps, on va voir comment tout ça se passe chez les prokaryotes et en gros, c'est ça la matière qui fait partie de l'examen intra. Donc, on va beaucoup parler des régions promotrices parce que c'est quand même un concept important. Donc, c'est une séquence d'ADN qui va être reconnue par les protéines qui va permettre à l'ARN polymérase de s'associer à l'ADN pour pouvoir effectuer la transcription. Donc, c'est l'endroit où se situent les promoteurs qui vont déterminer où l'ARN polymérase va commencer. Donc, ça détermine le début du gène. Généralement, il va y avoir un seul brin d'ADN qui sera transcrit à la fois. Donc, c'est le promoteur qui va déterminer dans quelle direction on part et sur quel brin on va synthétiser l'ARN. Et aussi, ça aura une grande importance pour le taux de transcription car les séquences promotrices ne sont pas tous identiques et donc, ils n'ont pas toutes la même affinité pour les facteurs de transcription et pour l'ARN polymérase chez les prokaryotes, je veux dire. Donc, l'efficacité de la réaction ne sera pas égale selon les promoteurs. Donc, on va déjà déterminer jusqu'à un certain point, simplement par la séquence promotrice, le taux de transcription de ce gène. Donc, par exemple, chez E. coli, ça va être l'ARN polymérase donc, qui va transcrire. Donc, l'enzyme qu'on a décrit tantôt avec bêta et bêta' et les sous-unités alpha, ainsi que la sous-unité oméga. Donc, c'est ce complexe-là qui transcrit, qui va effectuer la transcription d'ARN. Mais pour initier cette réaction, on a besoin d'une autre sous-unité qu'on appelle la sous-unité sigma. Donc, en fait, il existe plusieurs sous-unités sigma différentes qui vont reconnaître différents promoteurs dans l'ADN chez E. coli. Mais il y en a une en particulier, donc la sous-unité sigma 70 qui reconnaît tous les promoteurs du métabolisme de base de la bactérie, donc dans ce cas-là chez E. coli. Donc, tous ces gènes ont un promoteur similaire et sont tous reconnus par cette sous-unité sigma 70. Donc, lorsque sigma va s'associer avec l'ARN polymérase, on va appeler ce complexe l'holoenzyme et c'est ce complexe-là, en fait, qui est vraiment capable d'aller se fixer à un promoteur. Donc, la structure du promoteur. Donc, la structure du promoteur, en fait, est reconnue par la sous-unité sigma 70. Donc, ici, c'est
concept important. Donc, on a le brin codant. En fait, ce qu'on appelle le brin codant, c'est celui qu'on regarde de 5' vers 3'. Donc, on appelait ça le brin sens. Donc, c'est le brin qu'on ne va pas utiliser pour transcrire parce qu'on transcrit le brin matrice, donc le brin qui est complémentaire. Donc, on l'appelle le brin codant dans le fond parce que si on regarde sa séquence après le promoteur, elle sera identique à l'ARN messager, sauf pour les T qui vont être changés pour des uracils. Donc, si on regarde le génome au complet et on veut savoir où se situe la séquence d'un ARN en particulier, parce que souvent, on va séquencer des ARN car c'est plus facile de les séquencer. Et donc, on peut simplement essayer de trouver la séquence d'ARN dans le génome en utilisant le brin codant. Donc, à la place d'aller chercher le brin complémentaire. Donc, le brin complémentaire, c'est le brin matrice. C'est sur celui-là où l'ARN polymérase s'associe vraiment et qu'elle va utiliser pour introduire les nucléotides complémentaires pour créer l'ARN messager. Donc, la façon qu'on numérote, c'est qu'on donne le numéro 1, le nucléotide 1 correspond ici. Donc, le nucléotide 1, c'est le premier qui sera transcrit. Donc, c'est le site d'initiation de la transcription. Ça va s'appeler le nucléotide initiateur ou plus 1. Et tout ce qui va venir après, donc en aval, va être numéroté positivement. Et tout ce qui est en arrière, donc en amont, va être numéroté négativement. Donc, par exemple, ici, on a une séquence qui a la position moins 10, donc 10 nucléotides avant le nucléotide initiateur. Et, oui, il n'y a pas de nucléotide 0 dans le fond. Donc, si on se concentre sur ce qui vient avant le site d'initiation de la transcription, chez les bactéries, on reconnaît typiquement deux séquences. Donc, en fait, c'est Sigma 70 qui reconnaît deux séquences qu'on appelle les boîtes moins 10 et les boîtes moins 35. Donc, boîte moins 10 parce que c'est environ la position de la moitié de cette séquence qui est encadrée en orange et même pareil pour la boîte moins 35. Donc, ce sont des séquences qu'on retrouve dans les promoteurs qui sont reconnus par l'ARN polymérase associé au facteur sigma 70. Et typiquement, on aura environ 17 nucléotides entre les deux boîtes et ça peut varier et ça peut aussi jouer sur l'efficacité de la transcription. OK. Vous m'entendez pas? OK. Ouais, je pense. OK. C'est juste pour vous. Peut-être vous pouvez essayer de... En fait, je vais vous l'écrire dans le chat vu que vous ne m'entendez pas. OK. Donc, oui, je disais que, en fait, les séquences encadrées en orange sont celles reconnues par Sigma 70 chez les bactéries. Donc, en fait, le schéma ici, c'est simplement pour illustrer la structure typique d'un promoteur qui est reconnu par Sigma 70. Donc, pourquoi est-ce que la reconnaissance de ces deux séquences est tellement importante à l'intérieur des promoteurs reconnus par Sigma 70? C'est en fait parce que quand on regardait les gènes de E. coli, c'est relativement facile de déterminer le site d'initiation de la transcription en comparant les différentes séquences d'ARN
avec la séquence d'ADN du génome. Donc, on sait où la transcription commençait. Et on soupçonnait que le promoteur se situe juste avant le début de la séquence. Donc, ce qu'on a fait pour en fait trouver les régions promotrices, c'est qu'on a comparé les sites d'initiation de la transcription pour plein de gènes, donc tous les gènes qu'on connaissait à ce moment-là, et on s'est rendu compte que à la région -10 et à la région qui correspondait à -35, c'est environ toujours la même séquence qui revenait. Donc, il y avait certaines variations, mais il y avait clairement un biais de certains nucléotides à certaines positions. Donc, ça forme ce qu'on appelle une séquence consensus. Donc, on va voir ce concept plus en détail. Donc, ici, on a plusieurs séquences qui sont encore reconnues par sigma 70. Donc, en bas de l'image, ici, la séquence consensus est le TTGCA. Donc, comment est-ce que ça a été déterminé? C'est parce que si on regarde toutes les boîtes en jaune, ils commencent presque toutes par TT. Donc, ici, on a TTG, TTC, TTG, TTT, et ainsi de suite. Aussi, pour le troisième nucléotide, on a plus souvent un G que les trois autres nucléotides. Donc, on peut dire que c'est majoritairement un G. Donc, c'est ainsi de suite qu'on détermine la séquence consensus. Donc, et par la suite, on a un A et un C. Et la boîte -10, donc elle est encore plus conservée. Donc ici, on a toutes les séquences qui commencent par un T, sauf celle-là qui commence par un G, mais c'est la seule. Donc, on peut faire des statistiques selon les positions et voir s'il y a un nucléotide qui domine. Donc, pour faire ça, il faut aussi être capable d'aligner certains nombres de nucléotides les uns à la suite des autres pour vérifier s'ils sont conservés et pour être capable de dire si c'est quelque chose de significatif ou pas. Donc, si c'est un consensus ou pas. Parce que dans le fond, ce qu'on essaie de déterminer, c'est de voir si c'est simplement un hasard ou non. Ici, on a juste une dizaine de séquences, mais on ferait ça pour plusieurs centaines de séquences. Ici, en fait, l'image ici illustre illustre d'une autre manière la même chose que l'image précédente, mais à la différence qu'ici, on a compté jusqu'à 300 séquences promotrices de E. coli qui sont reconnues par sigma 70, donc les séquences qui initient la transcription de 300 gènes. Et pour chaque position, on a mis la fréquence à laquelle on retrouve les 4 nucléotides, donc le T, le G, la cytosine et l'adénine. Et on voit clairement, mettons, pour la position du T ici, qu'il y a une prédominance à presque 75% que les 2 premiers nucléotides soient des thinines. Ensuite, c'est un peu moins fréquent avec GACA, donc ça tombe à environ un peu plus que 50%, mais c'est quand même plus que la moitié. Donc, clairement, c'est majoritaire comparé aux autres nucléotides qui sont distribués environ également. Donc, il y a vraiment une certaine préférence, une certaine tendance vers cette séquence écrite en bas ici. Dans la boîte -10, donc la boîte TA-TA-AT, c'est encore plus fort comme consensus. Donc, ici, on voit que presque toute la séquence consensus est environ, se situe environ à 75%. Donc, ce qui nous permet de dire que c'est des séquences consensus, en fait, c'est que si ces nucléotides ou si ces séquences n'avaient aucune importance, théoriquement, on s'attendrait à quelque chose comme ça. Donc, entre les deux séquences,
les nucléotides sont répartis de façon équivalente, dans le fond. Donc, ce n'est pas exactement 25% pour toutes les 4 nucléotides, mais c'est approximativement ça. Donc, ici, c'est simplement pour vous illustrer que ce n'est pas juste Sigma 70 qui reconnaît des séquences consensus dans la région promotrice. En fait, toutes les séquences qui sont reconnues par des protéines spécifiques vont normalement, si la réaction de liaison entre la protéine et l'ADN dépend de la suite des nucléotides, on s'attend à ce que ces nucléotides soient conservés. Dans le fond, si une protéine peut lier à plusieurs endroits dans le génome, on devra retrouver cette même séquence à plusieurs endroits dans le génome. Donc ici, on a une séquence qui est reconnue par une protéine chez E. coli. Donc, on n'a pas beaucoup de séquences ici, mais on peut quand même faire un consensus. Donc, on voit clairement que pour la première position, c'est beaucoup plus souvent un A et ainsi de suite pour chacune des positions. Donc, A, T, T, C, et ainsi de suite. Donc, ça nous donne la séquence consensus qui est en bas de l'écran. Donc, évidemment, ici, c'est simplement pour illustrer le concept de consensus, parce qu'avec 6 séquences, c'est difficile d'être certain que c'est un consensus clair, mais quand on voit, par exemple, ici, j'ai où c'est marqué dans le fond 6, parce que ça veut dire que c'est conservé à 100%. Donc, 100% du temps, ça commence quand même à être significatif, même si on a juste 6 séquences. Et une autre façon d'illustrer le même concept, donc on appelle ça des séquences logo. Donc, c'est la même séquence qu'on a illustrée tantôt. Et on voit bien comment les nucléotides sont conservés, sont alignés. Donc, on voit que ce n'est pas juste le hasard. Et en fait, c'est un site de liaison pour un facteur qui régule la transcription de plusieurs gènes chez E. coli. Donc, on voit ici que c'est bien aligné et on voit la grandeur de la lettre ici nous indique est proportionnelle à la fréquence qu'on retrouve. Donc, une plus grande lettre ici indique une plus grande fréquence. Donc, le GAGCG était à 100%, donc on indique que c'est lettre, tandis qu'à d'autres endroits, par exemple, ici, on peut avoir un G ou un A, donc on a mis les deux, mais ou un C dans le fond, donc on a possibilité de 3 nucléotides ici. Donc, il n'y a pas de consensus à cet endroit-là. Et donc, si on illustre le consensus de liaison pour sigma 70 avec le même type de représentation, on voit que les 2 T ici sont vraiment plus importantes que le restant de la séquence. Et dans la boîte data, on voit que toutes les positions sont importantes. Donc ça, c'est simplement pour déterminer la séquence consensus. Donc, c'est par l'observation et par la statistique. Donc, pour vraiment savoir si ces séquences sont importantes, il faudrait le démontrer de façon expérimentale. Donc, on fait souvent ce genre d'expérience pour comprendre le rôle des différentes séquences et leur importance. Donc, ici, on a une expérience de substitution. Donc, on a pris une séquence qui contient le consensus de sigma 70 qu'on connaît et on mesure l'efficacité de la transcription de ce promoteur. Donc, à la suite de cette séquence, on a un gène pour lequel on peut facilement mesurer la quantité d'ARN ou de protéines produites. Donc, on mesure ça
Puis par la suite, on va changer ou substituer chacune des positions l'une après l'autre par un autre nucléotide. Par exemple, nos deux T ici, donc le T à la position 1 ici et le T ici, on a le consensus parfait dans le sens qu'on a fixé ce taux de transcription à 100%. Donc, si on change un T pour un A qui correspond à la partie verte ici, on tombe à 20%. Donc, ce n'est pas zéro, mais on peut quand même transcrire, mais seulement à un taux de 20% de ce qu'on transcrirait si on avait un T. Donc, on voit vraiment l'importance de chaque position et en fait, on peut conclure que les deux T ici sont vraiment importants. À la position 3, ici, on a le G qui fait partie de notre séquence consensus et qu'on a établi son efficacité comme 100%. Mais avec un T, donc en rouge ici, on peut quand même avoir une efficacité d'environ 50%. Donc, on peut quand même supporter un T sans trop perdre de transcription. Donc, on peut avoir les analyses suivantes pour les autres nucléotides. Et on voit aussi que dans la boîte -10, ici, c'est encore plus sensible. Donc, la première position ici, ça peut être un T qui donne 100% de la transcription ou un G, dans le fond, qui donne environ 60%. Mais par contre, avec un C, on voit que ça tombe à environ 10%. Donc, on ne devrait pas avoir un C souvent dans les promoteurs, mais il y a aussi des promoteurs qui sont, en fait, des gènes qui sont très peu transcrits. Donc, ça, c'est simplement pour illustrer qu'il existe la séquence consensus idéale d'un promoteur et que celui-ci donne le plus haut taux de transcription, mais on ne va pas le trouver par défaut dans tous les gènes. Donc, on va trouver une certaine version de ce promoteur parce que un gène a besoin d'un promoteur, mais ce n'est pas tous les gènes qui sont exprimés au même niveau. Donc, par exemple, ici, on a un promoteur de l'opéron lactose et sa séquence consensus, donc la boîte -35 et la boîte -10 ne correspondent pas tout à fait au promoteur consensus. Donc, ici, on a un A au lieu d'un G en position -33, ce qui n'est pas très bon pour la transcription. Et on a un GT ici au lieu de AA qui fait diminuer le taux de transcription. Donc, le taux de base de transcription de cet opéron va être par rapport au gène avec un consensus idéal, va être seulement de 10 à 20% d'efficacité. Mais dans un certain sens, c'est bon. Donc, la cellule fait une bonne utilisation de ses ressources dans le sens qu'on n'a pas toujours besoin d'exprimer l'opéron de lactose tout le temps. En fait, la bactérie a besoin de cet opéron seulement si elle doit dégrader de lactose. Donc, seulement si elle est en présence de lactose et ça va aussi lui permettre de pouvoir augmenter l'efficacité de sa transcription en présence d'autres facteurs. Donc, on pourra réguler à la hausse. Donc, en d'autres mots, on ne peut pas réguler à la hausse de la transcription de quelque chose qui est déjà à 100% d'efficacité. Donc, en ayant des promoteurs qui sont plus ou moins efficaces, on peut jouer sur la régulation. Donc, ça, c'est comment on reconnaît les consensus et comment le respect des consensus va permettre à faire varier l'efficacité de la transcription. Donc, la liaison de sigma 70, donc c'est sigma 70 qui va lier au promoteur et qui reconnaît les séquences des boîtes -35 et la boîte -10. Une ARN polymérase seule, sans sigma, peut s'associer à l'ADN, mais elle ne pourra pas initier la transcription. Il faut absolument avoir le facteur sigma 70 car c'est lui qui permet d'interagir avec l'ADN dans l'ARN polymérase.
Donc, on voit cette protéine en forme de ruban ici et les images plus élaborées en haut. Donc, elle est composée de 4 domaines distincts qui sont illustrés ici par différentes couleurs. Donc, il y a le domaine sigma 4 ici, qui est le domaine en C-terminal et qui va interagir avec la boîte moins 35 et la partie sigma 2 en rose pâle ici qui interagit avec la boîte moins 10. Donc, c'est comme ça que sigma 70 peut interagir avec l'ADN et permettre à l'ARN polymérase de fixer au promoteur. Donc, par contre, il y a des problèmes reliés avec cette configuration. Donc, en fait, le problème, c'est que la région 1.1 va venir positionner dans le site actif. Donc, en fait, c'est elle qui permet de stabiliser le complexe et de l'amener au promoteur, mais en même temps, elle est un peu dans le chemin et elle empêche le site actif d'être réellement actif. Donc, parce qu'elle est positionnée exactement à l'endroit où on ajouterait le premier nucléotide pour initier la transcription. Le deuxième problème, c'est que la région qui relie ces deux morceaux, le long filament ici, donc elle relie la région sigma 3 à sigma 4, donc la région sigma 3.2. Elle est en plein milieu du canal de sortie de l'ARN dans l'ARN polymérase. Donc, elle empêche l'ARN de sortir de l'enzyme. Donc, ça cause un problème et donc, c'est pour ça qu'il faudra passer de l'étape de complexe fermé où il y a juste une association de l'ARN à l'ADN au complexe ouvert où la transcription peut commencer. Donc, l'initiation de la transcription, donc c'est la première étape. Donc, en fait, la première étape, c'est la transition du complexe fermé vers le complexe ouvert. Et ce changement se fait par un changement de forme de sigma 70 dans l'ARN polymérase, donc qui va permettre d'ouvrir le brin d'ADN pour initier la transcription. Donc, on va passer du complexe fermé au complexe ouvert. Donc ici, en fait, on va se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de l'ARN polymérase. Donc, il y a la boîte moins 10. Il y avait la région sigma 2 qui interagissait avec cette boîte. Et c'est à ce niveau-là qu'on aura la bulle de transcription qui va s'ouvrir. Donc, on va ouvrir à partir de la boîte moins 10 jusqu'au site d'initiation de la transcription qui est 10 nucléotides plus loin. En fait, il y a 2 nucléotides qui sont en particulier dans cette boîte de moins 10. Donc, le A en position moins 11 et le T en position moins 7 qui ont en fait une très forte affinité avec le sigma 70. Donc, l'affinité est tellement forte, dans le fond, que ça va carrément les faire sortir de la double hélice et c'est ça qui va initier l'ouverture de la bulle de transcription. Et lorsque ça arrive, donc en faisant cette étape-là, sigma 70 va s'isomériser, donc changer de forme et ça va ouvrir la bulle et permettre de déloger le bout de sigma qui était dans le site actif, donc le sigma 1, et donc libérer le site actif. Donc, ce gros changement de conformation ici va arriver de façon spontanée. Et quand sigma 70 aura associé à l'ADN, ça va ouvrir la bulle de transcription et passer du complexe fermé au complexe ouvert. Donc, oui, comme je disais, il y aura l'isomérisation. Donc, en fait, c'est ça qui ce changement de conformation va permettre l'expulsion de la région 1.1
qui était dans le site actif de l'enzyme. Donc, ça va libérer ce site actif et permettre de venir positionner les premiers nucléotides sur le site d'initiation de la transcription. Donc, ici, c'est simplement une image pour vous montrer les différents morceaux. Donc, on voit l'ADN ici et en sigma 70 en orange et l'ADN qui est en vert et jaune. Et le nucléotide 1 ici qui va pouvoir venir quand sigma 1.1 va s'en aller. Et par la suite, les autres nucléotides pourront être incorporés sur le site de transcription. Donc, quand on va avoir créé cette bulle de transcription dans l'ADN, dans le fond, on va avoir libéré le brin matrice et on va pouvoir initier la transcription et donc poser les deux premiers nucléotides. Donc, l'ARN polymérase, en fait, elle a vraiment une bonne affinité pour les nucléotides comparée à l'ADN polymérase et c'est pour ça qu'elle n'a pas besoin d'amorce. Donc, elle peut s'associer très fermement aux deux nucléotides libres et les poser aux bons endroits pour former ce qu'on appelle le complexe initial où les deux premiers nucléotides seront attachés ensemble. Donc, à partir de ce moment-là, l'ARN polymérase va ajouter des nucléotides comme l'ADN polymérase et ne va pas avoir trop de problèmes parce qu'elle a une bonne affinité pour les nucléotides. Cependant, il y a un autre problème, c'est que il faut, dans le fond, au début de la transcription, il faut faire sortir l'ARN de la bulle de transcription, donc de l'intérieur de l'enzyme. Il faut faire passer l'ARN à travers le canal de sortie. Et souvent, ce qu'on observe, c'est que tant qu'on reste à l'intérieur de l'enzyme, donc le complexe reste stable sur le promoteur, et on peut faire des petites chaînes de 10 nucléotides et on va libérer cette chaîne de façon un peu spontanée et on recommence après. Donc, on appelle ça des transcriptions avortées. Mais pour que la transcription commence véritablement, il va falloir déloger le sigma 70, donc l'expulser du canal de sortie pour que l'ARN puisse avoir la place pour sortir. Donc, c'est un peu ça qu'on illustre ici. Donc, il faut déloger dans le fond le sigma 70 pour que le canal de sortie se libère. Et donc, à partir de ce moment-là, l'ARN polymérase pourra quitter le promoteur et continuer à transcrire le reste du gène. Et en fait, ouais, c'est pas exactement, on n'est pas exactement certain sur comment ça se produit de façon précise, dans le fond, mais l'hypothèse la plus probable, c'est que une fois que sigma 70 aurait isomérisé et qu'on libère le site actif, donc les nucléotides peuvent commencer à s'accumuler. Donc, l'association de sigma 70 à ce moment-là avec l'ARN polymérase va devenir moins forte. Et éventuellement, juste le fait de pousser dessus avec l'ARN qui est en train de grandir en cours de synthèse, ça va finir par déloger et on pourra commencer à transcrire. Donc, cette transcription va former ce qu'on appelle le complexe ternaire stable, donc, comme j'ai mentionné plus tôt. Et donc, on va passer à l'étape de l'élongation. Donc, à ce moment-ci, donc de la transcription, donc l'élongation, ça se fait à une vitesse de 45 nucléotides par seconde chez E. coli. Donc, c'est beaucoup moins rapide que la réplication. Donc, la réaction d'élongation, c'est quand même assez simple. Donc, on a nos nucléotides
qui sont associés à l'intérieur qui sont associés à la matrice à l'intérieur du site actif qui est représenté en mauve ici. Et donc, on a notre bulle de transcription ici. Et le vert, c'est l'ARN en cours de synthèse. Donc, ici, le dernier nucléotide qui a été ajouté, donc par la suite, la prochaine position va se libérer et tout ce qui vient après va être en double brin. Et une fois qu'on a ajouté le prochain nucléotide, l'ARN polymérase va se déplacer d'une position vers la droite. Dans l'image, ça correspond vers la droite. Donc, il y a à peu près 8 nucléotides qui restent appariés à la matrice, donc qui restent à l'intérieur de l'enzyme. Et en arrière ici, ça se dissocie au fur et à mesure que l'ARN polymérase avance à droite ici. Donc, de par la configuration de l'ARN polymérase, qui comprend aussi le canal de sortie, donc une fois que l'ARN sort par le canal, le restant de l'ADN en fait va se réassocier pour former la double hélice. Donc, on continue comme ça. Donc, à chaque fois qu'on ajoute un nucléotide, on libère un nouveau nucléotide en arrière ici. Et on avance aussi à droite l'ARN polymérase. Donc, ça va se retrouver le prochain nucléotide va se retrouver dans le site actif. Donc, tout le temps, à tout moment, il y aura à l'intérieur de l'ARN polymérase une bulle de transcription qui va être maintenue d'environ 14 nucléotides. Et derrière et avant, donc derrière, ça va être l'ADN double brin. Et devant aussi, c'est l'ADN double brin. Et il y aura l'ARN qui va être transcrit, qui émerge par le canal de sortie. Donc, dans ce processus, il y a aussi place à la correction des erreurs. En fait, il y a deux mécanismes d'édition ou de correction pour les ARN polymérases, donc qui sont un peu comme l'activité exonucléotique de l'ADN polymérase. Donc, on leur a donné des noms différents parce que ce n'est pas la même activité chimique. Donc, il y a l'édition pyrophosphorylatique et l'édition hydrolytique. Donc, l'édition pyrophosphorylatique, en fait, c'est la réaction inverse de la polymérase. Donc, si l'ARN polymérase est capable de libérer un pyrophosphate pour attacher les deux nucléotides ensemble, elle est aussi capable de faire la réaction inverse qui utilise le pyrophosphate pour reformer le dernier nucléotide qui a été ajouté, donc ce qui va permettre à ce nucléotide de se détacher. Donc, la raison pour laquelle l'ARN polymérase fait la synthèse et non pas l'hydrolyse, c'est qu'elle ajoute des nucléotides au lieu de les enlever. C'est simplement une question de vitesse. Donc, cette réaction d'addition de nucléotides est beaucoup plus rapide et la vitesse de réaction est en faveur de l'ajout des nucléotides plutôt que la réaction inverse qui serait d'utiliser un pyrophosphate pour créer un nucléotide et ce qui mènerait au détachement de ce nucléotide de la chaîne. Mais il arrive à l'occasion où l'ARN polymérase reste plus longtemps sur une place, mais sur la même place, entre autres quand elle a introduit le mauvais nucléotide, parce que le mauvais nucléotide ne va pas pouvoir s'apparier à la matrice. Donc, ça occasionne une pause dans la synthèse et ça donne une chance pour que la réaction inverse se passe. Donc, c'est vraiment une question de temps. Donc, plus l'ARN polymérase va rester longtemps à quelque part, plus ça va être probable qu'elle détache le nucléotide qu'elle aura inséré. Donc,
un peu par défaut, cette méthode, cette façon peut permettre de corriger son erreur. Donc, l'autre type d'édition, c'est l'édition hydrolytique. Donc, ça va impliquer qu'on va faire reculer l'ARN polymérase d'un nucléotide et qu'on va cliver par l'hydrolyse. Donc, pour ça, ça va encore être l'ARN polymérase qui va le faire, mais ça sera stimulé par un facteur GRE qui va s'associer à l'ARN pour stimuler l'élongation. Mais quand il y a un mésappariement, ils vont créer une pause et ça va stimuler l'hydrolyse du dernier nucléotide qui aura été introduit. Donc, ce mécanisme est plus ou moins clair, mais on sait que grâce à ça, on a la possibilité de reculer d'une position et enlever le nucléotide erroné. Aussi, un aspect intéressant de cette possibilité de réparation, c'est, comme on disait au cours précédent, donc, il y a la structure de la chromatine va influencer la réparation, dans le sens que les zones qui sont actives transcriptionnellement sont plus déroulées et sont plus accessibles aux dommages, mais aussi ils ont plus accès à la machinerie de réparation. Donc, comme on vient de voir, la réparation peut être couplée à la transcription. Dans le sens que, par exemple, ici, si on a un dimère de pyrimidine, donc on a une altération dans l'ossature de l'ADN, dans la squelette sucre-phosphate. Donc, ça empêche la progression de l'ADN polymérase, mais aussi de l'ARN polymérase. Donc, on va avoir un arrêt de la transcription parce qu'il y a un problème au niveau de l'ossature de l'ADN. Et lorsque ça se produit, l'ARN polymérase peut agir comme un stimulant pour permettre de recruter UVRA et UVRB qui va venir stimuler la réparation d'ADN. Donc, de cette façon, on va en quelque sorte faciliter la réparation des zones qui sont plus transcriptionnellement actives. Donc, ça va un peu compenser le fait qu'ils sont aussi plus exposés aux dommages. Donc, par la suite, on va voir la terminaison de la transcription chez les prokaryotes. Donc, en fait, la terminaison est un peu plus simple que l'initiation. Donc, chez les prokaryotes, il y a deux façons d'arrêter la transcription. Donc, l'arrêt de la transcription c'est simplement, il faut décrocher le brin d'ARN pour libérer le transcrit d'ARN et aussi libérer l'ARN polymérase pour qu'elle puisse aller transcrire d'autres gènes. Donc, il y a deux types de terminaison. Il y a ce qu'on appelle la terminaison intrinsèque ou Rho indépendant et l'autre façon, donc Rho dépendante, donc qui dépend du facteur de terminaison Rho, qui est cette lettre grecque ici. Donc, la terminaison intrinsèque, elle est appelée comme ça parce que dans le fond, elle dépend de rien d'autre que la séquence elle-même. Donc, c'est intrinsèque à la séquence. Donc, ce qui va faire que la transcription va terminer à un moment donné, donc à la fin du transcrit, on espère, il va y avoir une région qui est capable de former une tige boucle. Et donc, tout de suite après cette région, il y aura une série de U qui auront été intégrés dans la séquence. Donc, par exemple, ici, on a le terminateur de l'opéron tryptophane. Donc, c'est la séquence au complet du terminateur. Et les deux séquences que vous voyez encadrées en bleu sont complémentaires les unes aux autres. Donc, ça va permettre la formation d'une tige boucle. Donc, lorsque ces deux séquences forment une tige boucle, c'est la formation du tige boucle qui va créer l'arrêt de la transcription
Et par la suite, les séries de U vont contribuer à faire décrocher l'ARN. Donc, dans le fond, le principe, c'est que à l'intérieur de la bulle de l'ARN polymérase, on a environ 8 nucléotides qui sont attachés à la matrice par complémentarité des bases. Donc, c'est simplement des liens hydrogènes qui attachent à l'ADN. Donc, cette séquence qui contient les nucléotides complémentaires ici, elle va former une tige boucle. En fait, la tige boucle va commencer à se former lorsque ces deux nucléotides ici, les premiers deux nucléotides complémentaires, vont s'associer. Donc, dès que les nucléotides complémentaires ici s'associent, la tige boucle aura commencé à former et l'ARN va s'enrouler sur lui-même. Et quand la tige boucle va se former, les nucléotides à la base de la tige sont à l'intérieur du complexe de l'ARN polymérase, ici en mauve, et ça va déstabiliser le complexe. Donc, le seul fait que la tige boucle se forme va déstabiliser la structure de l'ARN polymérase. Et à chaque fois qu'une tige boucle va se former, ça va créer une pause dans la transcription parce que momentanément, l'ARN va être déstabilisé, donc ça va arrêter la transcription. Mais la plupart du temps, l'association entre l'ARN polymérase et l'ADN va se reformer, la transcription va pouvoir continuer. Mais quand ça survient lorsqu'il y a une série de U, comme c'est illustré ici, qui vient d'être transcrit, donc qui vont se retrouver à l'intérieur de la bulle, et donc cette association va être moins forte que s'il y avait des GC. Donc, c'est suffisant pour déclencher la terminaison. Donc, c'est vraiment la force mécanique de la formation du tige boucle qui va faire déstabiliser l'ARN polymérase. Et si l'ARN n'est pas correctement ou elle est plus faiblement associée à la matrice, il sera délogé et la transcription va être finie. Donc, l'ARN va s'en aller et l'ARN polymérase va pouvoir aller transcrire d'autres gènes. Donc, dans le fond, il y a deux conditions donc, pour que la transcription s'arrête de façon intrinsèque, donc avec ce mécanisme, c'est la formation de la tige boucle et la série de uracils ici. L'autre mécanisme, c'est la terminaison Rho-dépendante. Donc, ça dépend d'une protéine qu'on appelle Rho, qui est une protéine composée de 6 sous-unités, donc qui est un hexamère. Donc, à l'image, vous avez la structure de Rho. Donc, ça forme un disque et ça va venir s'associer à l'ARN simple brun. Donc, cette structure a une activité catalytique, donc elle hydrolyse l'ATP pour défiler le long de l'ARN en direction 3'. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on va le simplifier comme ça. Et au fur et à mesure que Rho tire sur l'ARN, ça va éventuellement causer la dissociation du complexe. Donc, si on voit ça ici de façon schématique, l'ARN polymérase en cours ici, en fait, l'ARN polymérase est en gris, l'ARN ici qui est en rouge et Rho qui est représenté par en vert. Donc, Rho va venir s'associer à l'ARN polymérase et quand il y a une séquence RUT, donc RUT pour Rho Utilization, qui passe, Rho va s'y associer et va commencer à tirer. Donc, on voit ici que la boucle se raccourcit au fur et à mesure que Rho fait défiler l'ARN autour de lui-même. Et lorsqu'elle est rendue au bout, elle va continuer à tirer et Rho va réussir à rattraper l'ARN polymérase. Et quand elle tire, en fait, ça fait exactement comme avec la tige boucle, ça déstabilise le complexe et ça crée une dissociation de ce complexe.
Donc, ce qui demeure un peu plus nébuleux, c'est qu'on n'est pas trop sûr si Rho fait ça en poussant la polymérase à la fin ou en tirant l'ARN, mais on sait que ça agit sur le complexe et sur l'ARN, donc on ne sait juste pas où se situe l'effet exact. Mais on finit par avoir le même résultat dans le sens qu'on a une dissociation du complexe. Et donc, comment est-ce que Rho fonctionne? Donc, elle s'associe à l'ARN. Donc, en fait, tout ça, c'est des domaines de liaison à l'ARN et elle fait défiler l'ARN à l'intérieur. Donc, ça va permettre à la queue de se retrouver à l'intérieur et ça va lui permettre de tirer sur l'ARN jusqu'à qu'elle rattrape l'ARN polymérase. Donc, Rho s'associe à l'ARN polymérase en premier et va s'associer à l'ARN lorsque la séquence RUT va émerger. Donc, la séquence RUT, ce n'est pas une séquence spécifique comme on avait avec les enzymes de transcription dans l'ADN. En fait, ce n'est pas une séquence spécifique, mais il y a certaines conditions qui sont nécessaires pour que Rho s'associe à l'ARN. Donc, on a besoin d'une séquence d'environ 40 nucléotides qui correspond à la distance là, donc tout ça, pour que l'ARN soit solidement associé à Rho. Pour que cette association puisse se faire, il faut aussi que l'ARN soit libre. Donc, il ne faut pas qu'il soit en tige pourpre et il ne faut pas qu'il soit occupé par des ribosomes. Donc, dans le fond, il faut être conscient qu'on parle de ribosomes parce que dans les bactéries, il n'y a pas de noyau. Donc, lorsque les ARN messagers vont pouvoir commencer d'être traduits, en fait, les ARN messagers pourront être traduits dès qu'elles seront transcrites, dès qu'elles vont émerger de l'ARN polymérase. Et donc, si le ribosome est là, donc il n'y aura pas de place pour Rho, donc Rho ne pourra pas s'associer à l'ARN. Donc, la condition de 40 nucléotides libres sans structure secondaire ni ribosome, ça fait un mécanisme de protection qui assure que la terminaison ne soit pas trop tôt. Souvent, la terminaison a eu lieu plus tard, mais c'est pas en fait plus tard que nécessaire, mais c'est pas très grave. En fait, ce qui serait plus grave, c'est que la terminaison se fasse avant qu'on arrive à la fin de la séquence utile, en fait, la séquence codante pour la protéine. Et c'est ces conditions ici qui vont rassurer que ça ne soit pas le cas. Donc, si on pense par exemple à un gène codant, on va avoir la séquence d'initiation de transcription et une séquence stop. Normalement, dès que la séquence d'initiation va émerger, le ribosome va venir le lier et cheminer le long de l'ARN pour produire la protéine. Et donc, on va avoir pratiquement des ribosomes tout au long de l'ARN parce que dès que la région d'initiation est transcrite, elle va aussi être traduite et éventuellement libérée par le ribosome. Mais un autre ribosome peut aussi venir par la suite pour faire une autre traduction. Donc, le gène va être activement traduit et ça va être occupé par les ribosomes. Mais quand on arrive à un codon stop, donc un signal d'arrêt, donc le ribosome va se dissocier lorsqu'il détecte un codon stop de la traduction. Donc, la région qui suit ce codon stop va être libre de ribosome et donc ça va permettre à Rho de venir s'associer. Donc, si on a par exemple un ARN de transfert qu'on est en train de transcrire, donc un ARN de transfert, ça forme plusieurs structures secondaires comme la conformation typique, c'est la feuille de traite. Donc, l'ARN de transfert va former des tiges boucles qui vont être protégées. Et donc, quand l'ARN polymérase va aller plus loin, on va avoir la séquence libre
où Rho va pouvoir venir se positionner. Parce que comme j'ai mentionné tantôt, souvent on va transcrire beaucoup plus que ce qui est nécessaire. Même chose pour les ARN ribosomaux, donc ils forment des structures secondaires quand même complexes qui leur permettent de s'associer aux protéines qui les reconnaissent pour former le ribosome au complet. Donc on a plein de structures secondaires et après la séquence de la protéine, on aura une séquence libre qui va permettre l'association sur laquelle en fait le Rho pourra venir se fixer. Et c'est ça, c'est à cet endroit-là où il n'y a pas de séquence, donc après le codon stop, que la terminaison peut avoir eu lieu. Donc ça, c'est le cas s'il n'y a pas de terminaison intrinsèque. S'il y en a une, on n'a pas besoin de Rho. Donc jusqu'à ici, c'est la matière pour l'intra. Je vais arrêter le partage d'écran. Donc, une question dans le chat. Est-ce qu'il y a un but ou un avantage à ce que l'ADN polymérase ait une moins bonne affinité pour l'ADN que l'ARN polymérase ou c'est simplement un fait? En fait, je n'ai pas dit que l'ADN polymérase a une moins bonne affinité pour l'ADN que l'ARN. C'est pour ajouter des nucléotides. L'ADN polymérase a besoin d'une amorce. Elle ne peut pas initier la réplication d'elle-même. Tandis que l'ARN polymérase n'a pas besoin d'amorce. Son affinité pour les nucléotides est assez forte. Donc, l'hypothèse, la supposition derrière ça peut être que dans l'ADN polymérase, on veut quand même lui laisser une certaine marge de manœuvre dans le sens que on veut corriger lorsqu'il y a un mésappariement. Donc, on ne veut pas que l'affinité soit trop grande, en quelque sorte. Donc, la réparation des mésappariements est plus importante chez l'ADN, étant donné que c'est le matériel génétique qui va hériter les cellules filles, tandis que l'ARN, si elle incorpore et si elle intègre un nucléotide qui n'est pas le bon, c'est moins grave parce qu'elle va faire la transcription. En fait, un gène va être transcrit plusieurs fois ou peut être transcrit plusieurs fois et peut avoir plusieurs transcrits. Donc, on peut simplement éliminer un ARN défectueux. Ok, merci beaucoup. De rien. Oui, Mansa? Bonjour madame, je voulais savoir qu'est-ce que vous voulez dire. Je vois souvent le mot cœur sur la polymérase. Oui, Quand c'est écrit cœur. Ouais, ok, merci. de Et j'avais rien. une autre question. Pour c'est quoi le mécanisme de dimérisation? Je ne comprends pas vraiment la dimérisation. Mais la dimérisation des pyrimidines, c'est en fait une altération au niveau du squelette qui peut être causée par les rayons Ah, UV. je parlais du complexe, je Ah, pense que c'était A3, A4, comme ça. juste un Sigma. instant. Faites-vous référence à une diapo en particulier? J'ai pas je me rappelle qu'au début de l'initiation, il y a une dimérisation qui va libérer, qui va, laiss- qui va laisser place à l'ARN messager de passer. Je me rappelle plus des détails. Pas exactement. Oui, mais dans le fond, il y avait deux problèmes au début de l'initiation. Il y avait le site actif de l'ARN polymérase qui était occupé par le sigma 1.1 et le sigma 3.2 occupe le canal de sortie de l'ARN. Donc, c'est en fait l'isomérisation, c'est en fait un changement de conformation qui va permettre de déloger le sigma 1.1. Ok, parfait, merci. De rien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais
arrêter l'enregistrement. Donc, rebonjour tout le monde. On va reprendre. Donc, c'est ça. Maintenant, la deuxième partie de ce cours, on va voir la transcription chez les eucaryotes. Donc, ça va être, il y aura plusieurs similarités, mais aussi plusieurs différences que vous allez pouvoir noter. Donc, en fait, la différence importante de la transcription entre les eucaryotes et les prokaryotes, c'est surtout dû à l'organisation qui est très différente de nos génomes. Donc, chez les eucaryotes, presque tous les gènes sont monocistroniques. Donc, ça veut dire que chaque ARN messager va coder un gène versus chez les prokaryotes qui sont polycistroniques. Il y a aussi beaucoup d'espace entre les gènes. Donc, c'est aussi un élément qu'on a déjà couvert. Donc, notre densité de séquences codantes est moins grande que, en fait, la densité de séquences codantes chez les eucaryotes est plus grande, est moins grande que chez les prokaryotes. Il y a aussi beaucoup d'éléments de régulation, donc qui jouent un rôle pour l'initiation de la transcription. Et il y a en fait 3 ARN polymérases qui sont plus complexes que ceux retrouvés chez les prokaryotes et chacun est spécialisé pour un type de transcrit. Donc, on va voir les 3 types d'initiation de la transcription. Il y a aussi plusieurs facteurs additionnels qui sont requis. Donc, chez E. coli, on avait simplement le sigma. Donc, il peut en avoir un par type de promoteur. Et aussi, on a d'autres enjeux à prendre en considération chez les eucaryotes, c'est-à-dire comment contourner les nucléosomes. Donc, les ARN polymérases chez les eucaryotes, il y en a 3. Donc, il y a l'ARN polymérase 1 qui transcrit seulement un gène qui est présent en plusieurs copies. Donc, le gène est le précurseur des ARN ribosomaux 28S, 18S et 8S, non, 5.8S. Donc, c'est un long gène qui contient ces 3 séquences et qui vont ensuite être séparées. Donc, elle reconnaît un seul promoteur qui est présent en plusieurs copies et elle transcrit ces ARN de là. OK, on va revenir à l'ARN polymérase 2, mais l'ARN polymérase 3, c'est un ARN polymérase spécialisé. Donc, elle reconnaît les ARN de transfert, un ARN ribosomal 5S, l'ARN 7S, qui est important pour former le SRP. Le SRP, c'est le Signal Recognition Particle. Donc, ça reconnaît le peptide signal qui est utilisé pour acheminer les ARN qui sont associés au ribosome et qui codent des protéines, donc qui vont être acheminés vers le réticulum endoplasmique, donc pour créer tout ce qui va aller vers l'extérieur de la cellule ou à la membrane plasmique. Donc, c'est ce qui va former le réticulum endoplasmique rugueux. Donc, c'est l'association de 7S qui va l'amener au réticulum endoplasmique. Et finalement, l'ARN polymérase 2, donc c'est elle qui fait tout le reste, donc tous les autres transcrits. Donc, ça implique toutes les autres, en fait, tous les ARN messagers, plusieurs ARN qui font partie du ribonucléoprotéine. Donc, en fait, c'est les ARN qui sont impliqués dans toutes sortes de processus comme l'épissage des transcrits et les ARN non codants. Donc, les ARN polymérase 1 et 3 sont spécialisés, donc ils produisent un très grand nombre de transcrits. Donc, c'est ce qui est illustré ici avec l'image en microscopie électronique. Donc, c'est en fait une région du nucléole. Donc, c'est
la région du noyau qui contient les gènes qui codent les ARN ribosomaux, donc le précurseur des ARN ribosomaux dans le fond. Donc ici, la ligne verte qui est tracée, c'est l'ADN. Donc il y a plusieurs copies du gène qui apparaissent à des endroits voisins dans la chromatine. Et toutes les petites branches en rouge, ce sont des molécules d'ARN qui sont en cours de transcription. Donc, on imagine que l'ARN polymérase se fixe et transcrit et avance au fur et à mesure. Et tout de suite après, il y a un autre ARN polymérase qui va venir faire une autre transcription et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs ARN polymérases qui vont être en train de transcrire un des précurseurs de l'ARN ribosomal. Et il y a plein de copies de ce gène. Donc, en fait, on transcrit des milliers et des milliers de copies. Donc, ce gène, il est transcrit à des très hauts niveaux et c'est normal parce que pour chaque ribosome dans les cellules, on a besoin de transcrire ce gène et on a besoin de plusieurs ribosomes par cellule pour traduire les protéines qui sont les protéines à fabriquer. Donc, c'est une protéine qui va fonctionner, qui va être très utilisée. Et ça ne sera pas pareil pour l'ARN polymérase 2, car elle produit tous les autres transcrits. Donc, elle reconnaît une très grande variété de promoteurs, mais elle va fonctionner à des taux variables dépendamment du gène qui va être transcrit. Donc, on va surtout beaucoup parler de l'ARN polymérase 2 parce que c'est elle qu'on connaît la mieux. Donc, c'est ça, l'ARN polymérase 2. Donc, les promoteurs qui sont reconnus par l'ARN polymérase 2, donc, typiquement, ils vont avoir une longueur de 40 à 60 nucléotides. Ils chevauchent souvent le site d'initiation de la transcription, donc qui est représenté par la flèche noire ici. Donc, la convention pour la numérotation demeure la même ici. Et par contre, les promoteurs sont beaucoup plus divers de ce qu'on a vu pour le E. coli, donc où il y avait un type de promoteur qui était reconnu par sigma 70. Donc, l'ARN polymérase, elle reconnaît plein de types de promoteurs et ce qu'on a illustré ici, c'est en fait les séquences principalement reconnues. Donc, il y a BRE qui est une séquence typiquement fixée par le facteur de transcription TF2B. Il y a la boîte TATA qui est présente dans environ la moitié des gènes chez S. cervisés, donc c'est pas présent tout le temps et c'est encore moins présent chez les vertébrés et chez les plantes, mais ça demeure une séquence très fréquente dans les promoteurs, mais elle n'est pas présente dans tous les promoteurs. Donc, il y a d'autres éléments comme l'INR et le DCE 1, 2, 3. Donc, DCE, c'est pour Downstream Element. Et il y a aussi DPE. Donc, toutes ces régions sont reconnues par des facteurs généraux de transcription. Donc, typiquement, un promoteur va avoir quelques-uns de ces éléments. Donc, par exemple, elle peut avoir une boîte data qui est associée à la séquence initiatrice ou associée à un ou plusieurs éléments DCE. Donc, une séquence initiatrice peut aussi être associée à l'élément DPE, mais on ne va pas avoir tout ça en même temps, mais on va avoir un certain sous-ensemble de ces éléments. Donc, ces éléments vont permettre de fixer les facteurs généraux de transcription et donc, ils jouent un rôle, en fait, ils jouent un rôle semblable à celui de sigma 70 bactérien. Et tous ces éléments, donc, dans le fond, le BRE est reconnu par le TF2B, la boîte TATA par TBP, donc TBP pour TATA Binding Protein, et le restant des éléments sont tous reconnus par TF2D, qu'on va voir plus en détail dans quelques diapos. Donc, la boîte TATA, donc au départ, on pensait qu'elle était
obligatoire. Donc, sa séquence ressemble beaucoup à la boîte -10 de E. coli. Donc, ça nous indiquait que c'est important, étant donné que ça se retrouvait autant chez les bactéries que chez les eucaryotes. Mais ce n'est pas exactement la même chose que chez E. coli. Donc, elle n'est pas obligatoire, mais elle est présente dans une assez grande proportion de gènes. Et quand elle est présente, elle détermine le site d'initiation de la transcription, car elle détermine où va se fixer les premiers facteurs de l'initiation de la transcription. Et donc, par le fait même, où va se fixer l'ARN polymérase, donc où la transcription va commencer. Typiquement, on va la retrouver à 30 paires de bases avant le site d'initiation de la transcription. Donc, quand la boîte data est présente, elle a une assez grande importance sur l'efficacité de la transcription du gène. Donc, lorsqu'on a des mutations à l'intérieur de la boîte data, on va avoir une assez grande influence sur le taux de transcription elle-même. Donc, ici, vous avez les chiffres, donc la fréquence à laquelle on retrouve le nucléotide dans chacune des positions. Donc, en fait, c'est en termes de pourcentage. Donc, ici, on a le total, vous verrez bien que ça donne 100. Donc, il y a 80% de chance d'avoir un T ici, 91% de chance qu'il y a un A ici, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme les séquences consensus, mais en fait, c'est une séquence consensus qu'on voyait tantôt plus au début du cours. Donc, ce qu'on appelle les facteurs généraux de transcription, c'est en fait des grosses protéines. Donc, ils sont souvent composés, ils consistent souvent des composés multimériques, donc avec plusieurs sous-unités qui contiennent des éléments qui vont reconnaître en partie l'ADN et l'ARN polymérase. Donc, on va appeler ça des TF pour Transcription Factor. Et vu que c'est l'ARN polymérase 2, c'est TF2A, TF2B, TF2C, et ainsi de suite. Donc, quand on parle de l'ARN, quand on va parler de l'ARN polymérase 1, ça va être TF1A, TF1B, et ainsi de suite. Et pour l'ARN polymérase 3, ça va être TF3A, TF3B. Donc, le plus grand, c'est le TF2D et c'est constitué de, en fait, c'est le plus gros complexe et c'est formé de la protéine TBP, donc ce qu'on a vu tantôt, donc le Tata Binding Protein, qui se lie à la boîte Tata, et 13 autres protéines qu'on appelle les TAF, donc les TBP Associated Factors, donc d'autres protéines qui vont reconnaître d'autres éléments dans le promoteur, comme les éléments DPE, DCE, et ils maintiennent le complexe ensemble. Donc, le premier facteur à être recruté un promoteur actif dans une cellule eucaryote, c'est le TF2D. Donc, s'il y a une boîte Tata, ça va être ça sera le TBP qui va amener le reste. Et les autres éléments, donc les TAF, reconnaissent d'autres séquences. Donc, quand TBP se lie à la boîte Tata, ça va former une structure particulière de l'ARN. Donc, en fait, ça va engendrer un repliement de l'ADN et ce qui va former la plateforme de base pour recruter les facteurs suivants et éventuellement l'ARN polymérase. Donc, cette déformation de l'hélice va permettre de recruter les autres protéines qu'on aura besoin. Donc, par la suite, les facteurs, donc oui, on a parlé du TF2D. Par la suite, il y a les facteurs TF2A et B qui vont arriver. TF2B va se lier à TF2D et à l'ADN. Et
ce complexe-là va permettre de recruter l'ARN polymérase. Mais l'ARN polymérase ne va pas arriver tout seul. Elle-même va être en complexe avec le TF2R, donc qui va interagir avec les autres facteurs et qui va venir positionner l'ARN polymérase sur le promoteur. Donc, jusqu'à ici, la transcription n'a pas encore commencé. Donc, avant que la transcription commence, il faudra que le TF2E vienne s'ajouter au complexe et la liaison du TF2E va faciliter la liaison de TF2H. Le TF2H vient s'associer en avant. Donc, dans le fond, le 2H, c'est ça, donc il est en avant. Et quand il va arriver, la transcription va pouvoir commencer parce que, en fait, le TF2H va avoir plusieurs sous-unités, dont une qui a une activité hélicase et qui va venir ouvrir la bulle de transcription et permettre à l'ARN polymérase à s'associer comme il faut à l'ADN et donc de commencer à transcrire. Donc, en plus de son activité hélicase, la TF2H va phosphoryler la queue terminale, la queue C-terminale, en fait, de la grande sous-unité qui s'appelle la sous-unité RBP1 de l'ARN polymérase. Donc, cette phosphorylation va jouer un rôle important dans l'élongation. Et donc, le TF2H permet de passer du complexe fermé au complexe ouvert et donc d'initier la transcription. Et une fois que c'est parti, donc dans le sens que l'élongation a commencé, la phosphorylation ici va permettre de recruter les facteurs d'élongation qui vont stimuler l'ARN polymérase et vont passer en phase d'élongation. Donc ça, c'est les conditions minimales et c'est ce qu'on a besoin in vitro dans une ARN qui ne serait pas à l'intérieur de la chromatine, donc qui est isolée. Mais comme vous pouvez imaginer, dans la cellule, c'est beaucoup plus complexe, c'est en fait compliqué et ce n'est pas suffisant dans la cellule parce que la plupart du temps, les promoteurs ne sont pas aussi faciles d'accès et faciles à trouver dans la chromatine qui est une structure assez énorme. Donc, pour que le TF2D et l'ARN polymérase puissent se retrouver et se fixer au bon endroit sur l'ADN, on va avoir besoin d'autres choses. Donc, ces autres choses, ça implique le complexe médiateur que vous voyez en gros ici. Et il y a une autre condition qu'on a besoin pour que le complexe médiateur puisse venir s'associer ici, et il faut qu'il interagisse avec d'autres protéines qu'on appelle des facteurs de transcription, mais cette fois-ci, ce ne sont pas des facteurs de transcription généraux parce qu'ils varient d'un gène à l'autre. Donc, en fait, c'est un ensemble de protéines qui se lient à différents endroits d'ADN et chaque gène a son sous-ensemble de facteurs de transcription, donc c'est des séquences régulatrices qui vont permettre de recruter ces protéines. Et lorsqu'on parlait des facteurs de transcription généraux, on appelait ça général car ils travaillent sur tous les gènes de manière générale, tandis que ceux-là, ils varient d'un gène à l'autre, mais ils sont quand même nécessaires dans la plupart des cas et ils vont faciliter la liaison du complexe médiateur à l'ADN et l'ARN polymérase. Donc, ces facteurs recrutent aussi d'autres protéines comme des remodeleurs de la chromatine ou en fait, les remodeleurs de la chromatine qui vont permettre de déplacer les nucléosomes, des modificateurs des histones comme les histones acétyltransférases qui vont venir acétyler les histones et donc qui vont venir relâcher l'association entre les histones et l'ADN. Donc, en fait, tout ça est nécessaire in vivo, donc dans la cellule, pour que la transcription puisse avoir eu lieu.
Donc, le complexe médiateur, il est constitué de plein de protéines, donc environ une vingtaine de protéines. Et il y a toutes ces protéines qui sont fortement conservées, mais la composition peut varier d'une cellule à une autre et même à l'intérieur de la cellule elle-même. Donc, chacun de ces sous-unités peut potentiellement interagir avec différents facteurs de transcription, donc avec différents gènes. Par contre, MED17, qui est encerclé en rouge ici, il est très conservé et il interagit avec l'ARN polymérase. C'est pour ça qu'il est conservé, parce qu'elle sera présente tout le temps, parce qu'on aura tout le temps besoin d'un ARN polymérase aussi. Donc, le MED17 va s'associer à la tête du complexe et à l'ARN polymérase. Et le restant, le restant du complexe sont des protéines qui pourront agir avec des facteurs de transcription qui sont sur différents gènes et proches du promoteur. Et donc, cette séquence interagit avec l'ARN et l'amène au promoteur. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, il y a la queue CTD, donc C-terminale, de la grande sous-unité de l'ARN polymérase 2, donc qui s'appelle l'RDP1. Donc, la TFD, la TF2D, en fait, non. La TF2H, en fait, va venir phosphoryler et ça permet de recruter les facteurs d'élongation. Donc, cette longue queue que vous voyez ici, qui est représentée ici, en fait, c'est un long domaine qui est peu structuré et qui contient le peptide qui est marqué ici, donc la tyrosine, la sérine, la proline, thréonine, sérine, proline, sérine. Donc, chez la levure, il y a 26 copies de ça. Chez les mammifères, il y a 52. Donc, le nombre de répétitions varie un peu, mais c'est tout le temps la même séquence. Donc, ce qui est particulier de cette séquence, c'est que la tyrosine, sérine et la thréonine sont représentées à plusieurs reprises dans la séquence et la séquence elle-même est répétée plusieurs fois sur le résidu 5'. Donc, on peut facilement les phosphoryler. Donc, en fait, la phosphorylation est possible grâce aux chaînes latérales de ces enzymes. Donc, les sérines, tyrosine et thréonine ont un groupement OH qui vont être phosphorylés. Donc, c'est des sites de phosphorylation. Et donc, lorsque ça va être phosphorylé, ils vont donc être capables de recruter ces protéines. Donc, les protéines SR, PSF, CSTP. Donc, tout ça, c'est des facteurs de terminaison et des facteurs d'épissage. Il va aussi avoir le facteur de la coiffe. Donc, la coiffe, c'est le capping. Et donc, toutes ces protéines qui vont être recrutées par la queue CTD lorsqu'elle est phosphorylée va permettre le recrutement de ces protéines. Et donc, sa phosphorylation va changer. Donc, la position qui est phosphorylée vont changer au cours de la transcription. Donc, lorsqu'on s'échappe du promoteur, on va phosphoryler en position 5 et au plus tard, on va phosphoryler en position 2. Donc, ça va permettre de recruter différentes protéines, donc selon le stade où on est rendu. Donc, au départ, on recrute les facteurs qui vont ajouter la coiffe et dès que l'ARN émet et sort de son canal de sortie de l'ARN polymérase, elle se retrouve de passer à côté de la queue CTD. Et donc, les facteurs recrutés par la phosphorylation vont pouvoir facilement passer à l'ARN et modifier l'ARN. En même temps, les facteurs recrutés par la queue CTD servent de stimuler la phase d'élongation, donc de favoriser l'association de l'ARN polymérase avec l'ADN.
et donc stimule l'élongation de la transcription. Donc, la phase d'élongation est exactement pareille comme chez E. coli. Donc, c'est ça. Il y a aussi des mécanismes d'édition, donc de correction qui sont similaires. Donc, chez E. coli, par exemple, on avait le mécanisme qui utilisait la molécule GRE qui permet l'édition hydrolytique chez cette bactérie. On a exactement la même chose qui se produit ici, donc chez la levure, avec TF2S, donc qui permet la polymérase de reculer quand il y a un mismatch et qui sert à la fois de facteur qui favorise la réparation et qui favorise la phase d'élongation. Chez les eucaryotes, on doit aussi passer à travers les nucléosomes. Donc, c'est un facteur qui s'appelle FACT, donc Facilitates Chromatin Transcription, qui est formé de deux protéines, de SSRP1 et SPT16, qu'on voit sur la figure ici et qui vient déloger les histones, mais qu'eux, ils vont rester, mais ils restent associés aux histones. Donc, en fait, ils ne défont pas complètement le noyau d'histone, ils enlèvent juste le complexe H2A et H2B. Qui est suffisant pour permettre le passage de l'ARN polymérase. Et derrière, ils vont aussi agir comme chaperon pour faciliter la reformation du nucléosome. Donc, si on fait un résumé rapide de l'initiation de la transcription chez les eucaryotes, donc il y a en fait TBP qui reconnaît la boîte data ou le TF2D qui reconnaît la séquence dans le promoteur. Par la suite, il y a le TF2A et 2B qui vient s'associer. L'ARN polymérase 2 va s'associer au facteur TF2F, suivi en deuxième de TF2E et TF2H. Donc, TF2B a un rôle particulier en fait parce qu'il va orienter le complexe étant donné qu'il lie à l'ADN et à TF2D. Donc, en gros, il va contribuer à déterminer où TF2F et l'ARN polymérase vont venir se loger. Donc, il va déterminer la direction de la transcription. La TF2H, c'est la dernière qui arrive, donc c'est l'activité hélicase qui permet d'ouvrir la boîte de transcription et phosphoryl la queue C-terminale de la grande sous-unité RBP1. RBP1 qui fait partie de l'ARN polymérase 2 et qui va permettre de recruter différents facteurs d'élongation et des modificateurs d'ARN. Donc, in vivo, il y a certaines complexités à laquelle il faut surmonter. Donc, pour ça, on utilise le complexe médiateur. Donc, c'est des activateurs et des modulateurs de la chromatine et on va avoir besoin de FACT qui permet de retirer les nucléosomes. Donc, ça résume un peu comment l'ARN polymérase 2 reconnaît les promoteurs et permet la transcription. Donc, maintenant, on va faire un survol de l'ARN polymérase 1 et 3. Donc, de façon générale, c'est à peu près la même chose, mais ce n'est pas exactement les mêmes promoteurs et pas les mêmes facteurs qui sont impliqués. Donc, la transcription par l'ARN polymérase 1, il n'y a qu'un seul promoteur parce qu'il n'y a qu'un seul transcrit qui est reconnu. Il y a en fait deux éléments, ce qu'on appelle le promoteur de base, donc core promoter, et l'élément UCE. Donc, on va voir ça sur la diapo ici. Donc, le promoteur de base qui va recruter SL1, duquel TBP, donc le Tata Binding Protein, fait partie. Donc, c'est vraiment important pour lier l'ADN. Et les éléments UBF qui se lient à la séquence UCE. Donc, tout ça permet à l'ARN polymérase 1 de venir se fixer et de commencer la transcription.
Donc, c'est ça que je viens de dire. Donc là, l'ARN polymérase 3, en fait, elle a différents promoteurs qu'elle peut reconnaître, mais le nombre demeure limité comparé à l'ARN polymérase 2. Donc, quand elle reconnaît un ARN de transfert, elle va aller lier à ce qu'on appelle des boîtes A et B, qui sont des séquences conservées à l'intérieur des ARN de transfert. Donc, ces promoteurs à l'ARN polymérase 3 sont à l'intérieur du gène qu'elle code. Donc, la séquence, la transcription commence à la flèche ici. Et pour l'ARN 5S et 7S, il y a une autre séquence supplémentaire qui est appelée la boîte C, qui n'est pas illustrée ici. Donc, en fait, il y a deux facteurs, TF3B et TF3C, qui vont être requis pour la transcription. Donc, le TF3C va se lier à la boîte A et B, et le 3B s'associe en amont et va diriger la polymérase vers le site d'initiation. Donc, on a aussi TF3A qui existe et qui va participer quand la boîte C, qui est utilisée pour ARN 5S et 7S, est présente. Donc, une fois que tout ça est assemblé, l'ARN polymérase peut transcrire. OK. Donc là, on va parler de la terminaison chez les eucaryotes. Donc, les mécanismes de terminaison vont être différents pour chacune des polymérases. Et on va commencer par la polymérase 2, qui est un peu plus complexe, mais cette terminaison, elle est en fait intimement liée à l'ajout de la queue poly-A à l'ARN messager. Donc, elle va survenir après que l'ARN messager a été transcrit et libéré de l'ARN en transcription. Donc, comment ça va se passer en fait, c'est que les facteurs de polyadénylation, donc qu'on va couvrir au prochain cours, vont venir s'associer à la queue C-terminale de l'ARN polymérase. Et lorsque les séquences spécifiques transcrites vont passer sur l'ARN, elles vont couper l'ARN pour libérer l'extrémité 3' de l'ARN messager qui va être polyadénylé. Donc, pendant ce temps-là, l'ARN polymérase va continuer à transcrire. Donc, on coupe l'ARN et on libère, mais la polymérase va continuer à transcrire. Et ce qui va permettre d'arrêter cette transcription, ça va être libérer la place pour un facteur qui s'appelle RTT103, qui va venir se lier à la queue C-terminale de l'ARN polymérase et qui va recruter une exonucléase qui s'appelle RAT1. Donc, RAT1 est en rouge ici. Elle va reconnaître l'extrémité en 5' et va commencer à dégrader les nucléotides et va continuer cette dégradation de ce ARN pendant que l'ARN polymérase synthétise. Mais RAT1 va aller plus vite que l'ARN polymérase, donc elle va la rattraper et ça va continuer à dégrader et éventuellement rattraper l'ARN polymérase et va déloger le complexe. Donc, ça ressemble un peu à ce que Rho faisait chez les prokaryotes, mais Rho ne dégrade pas les nucléotides, elle fait juste tirer sur l'ARN. Tandis qu'ici, RAT1 tire sur l'ARN et dégrade les nucléotides. Donc, on croit ici que c'est une action mécanique qui fait que le complexe se défait, se déloge à la toute fin. Donc, pour l'ARN polymérase 2, la terminaison se passe de cette manière. Pour l'ARN polymérase 1, donc, c'est assez similaire, sauf que il y a un autre facteur qui rentre en compte. Donc, c'est le facteur TTFE-F1, donc Transcription Termination Factor 1. Il va se lier sur l'ADN, mais après l'endroit où la transcription s'arrête. Et quand l'ARN polymérase le rencontre, ça va arrêter la transcription et arrêter la progression
de l'ARN polymérase et ça va permettre de recruter RAT1. Donc, ça va permettre de recruter des facteurs de clivage qui vont venir couper l'ARN pour libérer la portion importante et la portion 5' qui est accrochée à la polymérase par RAT1 et ça va terminer de la même façon que la polymérase 2. Et finalement, l'ARN polymérase 3 qui transcrit uniquement les ARN de transfert, les ARN 5S et 7S. Donc, pour toutes les ARN de transfert, ils vont terminer par une série de uracils et qui sont des tige boucles par définition. Et on pense donc que la terminaison est analogue à la terminaison intrinsèque qu'on avait chez les prokaryotes. Donc, les tige boucles vont être suivies d'une série de U, donc on va avoir une dissociation du transcrit. Donc, ça termine la matière pour le cours d'aujourd'hui. Avez-vous des questions? Sinon, je vous souhaite une très belle après-midi. Merci d'avoir participé et bonne étude pour votre examen intra.